Je l'ai regardée dormir paisiblement, sans culpabilité, tout en parcourant 35 SMS entre elle et mon frère. Des messages qui ont brisé 4 ans de confiance en 4 minutes de lecture. La lueur de son téléphone illuminait son visage, doux et serein, beau, même dans la trahison. Tandis que mon monde s'effondrait silencieusement autour de nous, elle était allongée à côté de moi, respirant régulièrement, inconsciente. Je suis avec lui maintenant, comptant juste les heures jusqu'à ce que je puisse te revoir. Il n'en a aucune idée. Mon Dieu, on est des gens horribles, n'est-ce pas? Ça en vaut la peine, cependant. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Chaque message était un couteau qui s'enfonçait plus profondément. Je n'avais pas cherché de preuves. Je n'étais pas du genre paranoïaque. Je prenais simplement son téléphone pour couper le son d'un SMS entrant à 2 heures du matin. Une notification d'un projet professionnel. Jackson, mon propre frère, enregistré sous un faux contact. Protection par mot de passe désactivé, probablement parce qu'elle s'était endormie au milieu d'une conversation avec lui. Elle me faisait confiance à ce point-là. L'univers a parfois un sens de l'humour tordu. 3 heures plus tôt, elle m'avait fait l'amour. Elle m'avait murmuré qu'elle avait hâte de fonder une famille. Elle m'avait conseillé d'aller revoir cette maison de ville, celle avec la véranda panoramique. Je lui avais embrassé l'épaule et promis qu'on la reverrait après le travail. Maintenant, j'étais assis, immobile, sur notre lit, la chaleur de son corps contre moi comme une blague de mauvais goût. Comprenant enfin que tout, nos fiançailles, notre recherche de maison, nos rêves communs, avaient été bâtis sur des sables mouvants. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là, quelque chose de plus froid s'est emparé d'elle. Plus fort. J'ai soigneusement remis son téléphone exactement comme je l'avais trouvé. Écran noir. Aucune trace de ma découverte. Puis je l'ai regardé respirer pendant 1 heure, mémorisant le visage de l'homme que je croyais connaître. Adriana avait toujours été la personne sur laquelle je pouvais compter. Pendant que mes parents se concentraient sur les sports de Jackson, ses trophées universitaires, ses stages, son charme, j'avais construit mon monde autour de la présence constante d'Adriana. Elle n'illuminait pas une pièce comme Jackson. Mais elle était présente. Elle appelait tous les midis. Elle rentrait à 18h30, prenait à emporter le vendredi. Cette constance. Ça avait été mon filet de sécurité, surtout après des années passées dans l'ombre de Jackson. Les signes étaient là. Bien sûr, il y avait eu des semaines, peut-être des mois, les invitations déclinées à dîner avec mes parents, les nuits tardives au travail, l'intérêt soudain et inexplicable pour son apparence, les nouveaux vêtements, un abonnement à la salle de sport, une eau de Cologne que je n'avais pas achetée, mais croyez-moi, c'est un puissant aveuglement. J'avais inventé des explications. Le stress au travail, l'envie d'être belle pour notre mariage à venir. De simples coïncidences. Tout va bien, ma puce? M'avait-elle demandé le week-end précédent, quand j'avais remis en question une disparition de 2 heures lors de ce qui était censé être une petite virée au centre commercial. Je me souviens de sa nonchalance, ses clés cliquetant dans sa main, un sac de courses au poignet. Je prenais juste un café avec une cliente qui faisait ses courses, dit-elle d'un ton léger, imperturbable. Mais une légère rougeur lui montait au cou, et ses yeux ne croisaient pas les miens. Cela aurait dû être mon avertissement. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête, serré sa main, souri comme un idiot. Je me demandais maintenant si Jackson l'avait attendu au coin d'un café, consultant sa montre avec impatience, se demandant combien de temps il allait devoir attendre pour mes restes. Le lendemain matin, après avoir découvert les SMS, je suis devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un avec une mission. Je me suis mis au travail. Le mot de passe de son ordinateur portable était ma date de naissance. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon existence me donnait accès à ma propre trahison. Une fois à l'intérieur, c'était comme lever le voile sur une double vie soigneusement organisée. Des mois de mai, de plaisanteries aguicheuses, des entrées d'agenda marquées de vagues codes professionnels qui correspondaient désormais à l'adresse de Jackson. L'historique de localisation sur son compte Google indiquait des dizaines de visites dans les quartiers proches de son appartement. J'ai cliqué dessus, horodatage après horodatage, comme un fil d'Ariane numérique qu'elle n'aurait jamais imaginé que je suive. Dans son dossier récemment supprimé, j'ai trouvé des photos, certaines granuleuses, d'autres nettes. Elle, dans son appartement, j'ai reconnu l'endroit après des années de réunions de famille. Le plaid bleu sur la coudoir, la photo encadrée de nos parents sur une étagère, leur sourire maintenant moqueur.
J'ai appelé pour dire que j'étais malade ce jour-là, et le lendemain, je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'ai pas mangé. J'ai à peine cligné des yeux. Au lieu de cela, j'ai créé des dossiers, des captures d'écran, des sauvegardes, des preuves. Mes mains tremblaient tellement par moments que je devais m'asseoir dessus pour continuer à travailler. Mais pas une seule fois, je n'ai craqué. J'aurai le temps de m'effondrer plus tard. Maintenant, c'était le moment de rassembler des munitions. La confirmation finale est arrivée le 3e jour. Adriana avait un déjeuner d'affaires. Je l'ai suivie, le cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait briser le pare-brise. Elle s'est garée devant le petit restaurant italien où nous avions eu notre premier rendez-vous. La même où je m'étais agenouillé et l'avais demandé en mariage, les doigts tremblants et une bague que j'avais économisée pendant des mois. 5 minutes plus tard, la Honda bleue de Jackson s'est arrêtée. Je les ai regardés s'embrasser à l'entrée. J'aurais pu entrer en trombe, faire une scène, la tirer dehors par ses cheveux parfaitement méchés et hurler jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis allé dans un magasin d'électronique. Sécurité domestique, ai-je dit au vendeur lorsqu'il m'a demandé à quoi servaient les caméras cachées. J'ai souri, un sourire qui me semblait étranger. On n'est jamais trop prudent ces temps-ci, ai-je dit au vendeur en glissant le sac de caméras cachées dans ma veste. Ce soir-là, pendant qu'Adriana prenait sa douche, sa voix bourdonnait sans accord sous le jet d'eau. J'ai installé la première caméra dans le salon, soigneusement rangée dans un faux chargeur de téléphone près du meuble télé. La deuxième s'est installée dans un espace creux de la bibliothèque de notre chambre. Elle offrait une vue dégagée sur le lit, de son côté. La troisième. T'excuser, dit-elle d'une voix ferme. Ton père et moi l'avons regardé ensemble. On a tout vu, elle a hésité comme si elle cherchait un mot assez précis. Tout va bien, maman. Tu n'es pas obligé de le dire. Il y eut un silence. Le mariage est annulé, évidemment, dit-elle. Jackson a essayé de prétendre que la vidéo était truquée, mais personne ne l'a cru. Pas après avoir vu leur comportement au barbecue. Bien, dis-je doucement. Elle est chez une amie, continua ma mère. Et il ne peut pas se montrer aux réunions de famille en ce moment. Elle marqua une pause, puis ajouta avec un soupir d'incrédulité, l'épuisement. Et Adriana est revenue 2 fois, pleurant et s'excusant. Ton père a menacé d'appeler la police. Elle n'est pas revenue, a dit ma mère d'une voix basse mais ferme dans le haut-parleur. Elle a perdu son emploi. Apparemment, quelqu'un de notre conversation familiale a transmis la vidéo à son patron. Je ne m'y attendais pas. L'espace d'un instant, j'ai ressenti une lueur, pas vraiment un regret, mais une conscience aiguë de l'ampleur des répercussions de mes actes. Ça avait commencé comme quelque chose d'intime, une prise de conscience. Maintenant, ça avait pris vie. Puis je me suis souvenu des paroles d'Adriana. Le ton exact qu'elle avait utilisé quand elle m'avait dit que je n'étais pas faite pour un mari. Cette condescendance familière dans sa voix. La façon dont Jackson avait ri devant tout le monde. Le pincement au cœur a disparu. Tu rentres bientôt, a demandé maman doucement. Pas encore, ai-je dit en jetant un coup d'œil vers la mer, j'ai besoin de temps pour comprendre qui je suis sans elle. Peut-être même qui j'étais avant elle. Et je le pensais vraiment. Mes journées ont trouvé un rythme apaisant. Les matins étaient pour la journalisation, des pages de pensée, des rêves, de petites observations sur le monde qui n'avaient rien à voir avec la trahison, juste moi redécouvrir ma voie. Les après-midi étaient pour explorer. J'ai parcouru l'ancien chemin de Frao où les fleurs sauvages ont poussé à travers la roche volcanique noire. Une beauté obstinée et lumineuse émergeant de la destruction. La propre histoire de vengeance de la nature. Les soirées, j'ai recommencé à parler aux gens. Une femme britannique qui a peint les aquarelles des couchers de soleil est devenue un visage familier. Je la rejoins parfois pour les fruits de mer et le vin, parlant de l'art et des voyages au lieu de douleurs passées. Il y avait un homme nommé Yorgo qui possédait un minuscule studio de poterie niché dans un coin calme près des falaises. Il m'a appris à jeter de l'argile, guidant mes mains maladroites alors que mes premières tentatives se sont effondrées dans des épaves de filage humide. Créer quelque chose de nouveau est toujours désordonné, m'a-t-il dit en riant en remodelant l'une de mes catastrophes. Mais voyez, l'argile n'est pas ruinée. Il n'attend que la prochaine tentative. Ce qui m'a collé. Dans les jours suivants, je pensais souvent à cette argile, comment elle ne tenait aucun souvenir de sa forme ancienne, comment il ne répondit qu'aux mains actuellement. Elle ne parle pas. Le téléphone.
Revenant pour faire face à la musique. Je regardais à nouveau la mer. Cette étendue sans fin de la liberté. J'ai postulé pour une position distante, dis-je lentement avec cette maison d'édition que j'ai toujours admirée. Rappelez-vous. Celui qu'Adriana a dit était un travail de passe-temps. Oui. J'ai une interview la semaine prochaine sur Zoom. Kevin Hoop. Voilà de ce dont je parle. Et pour la première fois à si longtemps, je l'ai ressenti. Validation, non pas pour la vengeance, mais pour avoir finalement vécu la vie selon mes propres conditions. Pour faire des choix sans les filtrer via les ambitions ou les insécurités de quelqu'un d'autre. Le dernier soir à Santorin, j'avais une très bonne nourriture. Une robe de soleil bleu doux que j'ai achetée dans une boutique locale. Le tissu est clair contre ma peau. J'avais fait des réservations dans l'un des plus beaux restaurants de l'île et demandé une table privée surplombant la Calra. Je voulais marquer cette fin et cela commençant par l'intention. Le matraé m'a conduit à ma table au moment où le ciel commença à se transformer. Des teintes de lavande et de corail se sont saignées pendant que les bougies vacillaient en bleu porte-vert. J'ai commandé du champagne, pas pour la destruction que j'avais laissée, mais pour honorer ce que j'avais commencé à reconstruire. Alors que le serveur versait mon verre, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. C'était là, un horodatage par email 1 heure plus tôt. Monsieur Walsh, nous sommes heureux de vous offrir le poste d'assistant éditorial distant. J'ai soulevé mon verre vers l'horizon, les premières étoiles commençant juste à briller au-dessus de l'eau. Pour les nouveaux débuts, je murmurais. Le champagne a goûté à la possibilité, de liberté. Derrière moi, les cendres de la trahison et la douce satisfaction de la vengeance. Mais à l'avance, il y avait quelque chose de infiniment plus précieux. Un avenir entièrement le mien, non baqué du poids des attentes des autres, sans définition qui ne correspondent jamais. Demain, je monte à bord d'un avion, pas de retour à l'épave que je devais, mais dans une nouvelle ville, un nouvel appartement, une nouvelle carrière. L'homme qui revient ne serait pas le même homme qui avait fui. Ce Wesley, tempéré par le feu et guéri par la distance, n'appartient qu'à lui-même. J'ai payé la facture et marcha lentement dans les rues du clair de lune vers ma villa. L'air était épais avec le parfum de jasmin et de sel, de terminaison et de début tressés ensemble. J'ai pensé à Adriana, de Jackson brièvement, et j'ai reconnu qu'elle dans leur trahison irréfléchie qu'ils m'avaient accidentellement donnée. Une poussée dans la direction de mon propre salut. Ma vengeance avait été parfaite, mais ma récupération serait le véritable chef-d'œuvre. Caméra devrait attendre que j'accède à son bureau, peut-être pendant le week-end. L'application de surveillance de mon téléphone s'est activée instantanément, affichant des images d'une netteté exceptionnelle de nos espaces les plus intimes, des espaces où nous avions ri, nous disputions, fait l'amour. Maintenant, je pouvais à peine les regarder sans me demander s'ils avaient été profanés, s'ils avaient été ensemble sur notre canapé, dans notre lit. Tu as l'air distraite, a dit Adriana pendant le dîner, sa fourchette s'arrêtant en plein vol tandis qu'elle me regardait par-dessus la table. Tout va bien? Le stress du mariage, ai-je dit. Juste fatiguée. Elle a souri, inquiète peut-être, ou simplement en faisant semblant, et s'est remise à manger. Je l'ai regardée mâcher, avaler, sourire à nouveau, et je ne pensais qu'à savoir si ses doigts avaient touché mon frère quelques heures plus tôt. Rien qu'une bonne nuit de sommeil ne puisse réparer, ai-je ajouté. Mais dormir, c'était pour les naïfs. Les images ont commencé à arriver en quelques jours. Un soir, je l'ai vu arpenter le salon pieds nus, son téléphone collé à l'oreille. Je sais que c'est compliqué, a-t-elle murmuré. Je ne peux pas rompre avec lui immédiatement. Ça soulèverait trop de questions. Elle a marqué une pause, hoché la tête. Oui, j'ai trouvé comment le faire en public, pour qu'elle ne fasse pas de scène. Je te promets qu'après le barbecue, on sera juste nous deux. Juste un petit résumé. Je vais rompre avec lui, je te demanderai en mariage, je te donnerai la bague et tu diras oui. J'ai enregistré. Sauvegarder la vidéo. Elle lui passe donc une bague comme elle m'avait passé. Chaque nuit est devenue un rituel de collecte de preuves. J'ai compilé des feuilles de calcul, des dates, des heures, des lieux, je les ai comparées aux excuses de Jackson, aux déplacements professionnels, aux embouteillages, à l'aide administrative qu'il apportait à son père, à ses mensonges. J'ai sauvegardé des extraits audio, étiqueté des photos, archivé chaque fragment de leur trahison, tel un archiviste de ma propre humiliation. L'intimité grotesque de savoir quand, comment et à quelle fréquence il m'avait trompé a lentement atténué ma capacité à être choqué. 3 semaines plus tard, je l'ai enfin compris.
Le chaînon manquant. 7 mois. Ils couchaient ensemble depuis près de 7 mois, presque jour pour jour après nos fiançailles. La chronologie indiquait un début qui m'a retourné l'estomac. La fête de fiançailles. Je me souviens du toast de Jackson, verre levé, la voix chargée d'émotion. À mon petit frère, avait-il dit, et à la femme qui le comble. Adriana avait les larmes aux yeux en le serrant dans ses bras. Maintenant, je comprenais pourquoi. Les caméras m'en ont donné plus. Tard un soir, alors que je rendais visite à notre mère, Adriana se tenait dans la cuisine et murmurait dans son téléphone. Le barbecue est parfait, a-t-elle dit. Tes parents seront là pour le voir. Non, Wesley ne se doutera de rien avant le moment où ça arrivera. Elle a ri doucement, en faisant tourner quelque chose entre ses doigts. J'ai déjà la bague. Mon cœur s'est figé. Le barbecue. La fête de départ à la retraite de mon père dans 3 semaines. Quoi qu'ils aient planifié, ça allait se passer là, devant toute ma famille. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une précision terrifiante. Une humiliation publique. C'est ce qu'il prévoyait. Bien sûr que oui. Jackson avait toujours adoré être le centre de l'attention. Match de football, discours de remise de diplôme, récompense d'entreprise. Il n'a jamais brillé autant que sous les yeux de tous. Et maintenant, apparemment, il avait besoin d'un public pour sa victoire finale sur moi. La dévastation qui s'était accumulée en moi, telle une vague, a finalement éclaté un soir sous notre douche. Le bruit de l'eau qui claquait sur le carrelage masquait les sons gutturaux et brisés qui me déchiraient la poitrine. Je me suis laissé glisser le long du mur, les genoux contre la poitrine, la gorge irritée par des cris silencieux que je ne me permettais pas d'exprimer. 20 minutes, c'est ce que je me suis donné. J'ai regardé la vapeur tourbillonner, compté les secondes. Puis je me suis relevé, séché. Je me suis éteinte et je suis retourné à mes feuilles de calcul. Dans mes moments les plus sombres, j'ai envisagé de tout arrêter. La mascarade, les fiançailles, la vie que j'avais construite autour d'un mensonge. Juste les affronter, crier, balancer des objets, exiger des réponses que j'avais déjà. Mais quelque chose de plus profond, de plus froid, restait méthodique. S'ils voulaient un spectacle public, ils en auraient un, mais pas celui qu'ils avaient prévu. Cette trahison méritait mieux qu'une vive dispute à huis clos, plus que des accusations balayées d'un sourire narquois et d'un condescendant, tu as mal compris. Non, il fallait un public comme Jackson le souhaitait, comme Adriana l'avait prévu. Pendant près de 3 mois, j'ai maintenu une façade parfaite. J'ai discuté du lieu du mariage avec Adriana comme si rien n'avait changé. Je lui ai tenu la main lors de notre rendez-vous avec le traiteur. J'ai fait semblant de m'inquiéter de la couleur des serviettes et du plan de table. Nous avons ri des compositions florales. J'ai même déjeuné avec Jackson. Il était assis en face de moi, vêtu de ce stupide polo beige, feuilletant nonchalamment le portfolio d'un fleuriste. Adriana avait utilisé notre crédit commun. Une carte pour ses boucles d'oreilles. De petites créoles en argent que j'avais remarquées à ses oreilles ce jour-là. J'avais souri et pointé du doigt des lys blancs, les mêmes fleurs qu'elle lui avait envoyées 2 semaines plus tôt. Tu as l'air différent ces derniers temps, m'a dit ma mère lors d'un dîner de famille. Ses yeux me fixaient tandis que je lui versais du vin. Plus confiant. Si seulement elle savait. Ce qu'elle voyait n'était pas de la confiance. C'était du calcul. Le calme étrange d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Ce que j'avais perdu en amour, je l'avais gagné en lucidité. Chaque sourire fin, chaque faux baiser avec Adriana, chaque tape fraternelle dans le dos de Jackson. Chacun était une brique sur la scène que je construisais. Je ne voulais pas seulement me venger. Je voulais que la vérité, gravée dans la pierre, transparaisse dans chaque conversation chuchotée lors de ce barbecue. À l'approche de celui-ci, je finalisais mes préparatifs. Les images étaient sauvegardées à plusieurs endroits. Cloud, clé USB, stockage secret. Chaque message, chaque murmure, chaque baiser qui ne m'était pas destiné était enregistré en haute définition. Ils pensaient avoir toutes les cartes en main, mais ils ignoraient que je les comptais, les regardant distribuer depuis le fond du jeu. La veille du barbecue, je me suis glissé dans le lit à côté d'Adriana. Mon visage exprimait un parfait contentement. J'ai passé mon bras autour de sa taille. J'ai hâte d'être demain, ai-je dit sincèrement, ma voix douce contre son cou. Elle se tourna vers moi, sourit et m'embrassa sur le front. Moi aussi, murmura-t-elle.
Pour une fois, on ne se mentait pas. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, le lendemain de la confirmation finale d'Adriana à propos des plantes à barbecue. J'avais l'esprit étonnamment clair. Concentré. J'avais passé des semaines à rassembler les preuves de leur trahison. Il était temps de préparer le terrain. Au petit déjeuner, j'ai mélangé nonchalamment de la crème à mon café, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps avant de parler. Je réfléchissais, dis-je d'un ton léger. On devrait faire une annonce spéciale au barbecue de départ à la retraite de papa. Adriana leva les yeux de son assiette en pleine bouchée. Oh, peut-être qu'on pourrait enfin fixer une date de mariage, ajoutai-je en prenant une longue gorgée. Tout le monde sera là, et ça rendrait la fête de papa encore plus spéciale. Elle faillit s'étouffer avec son toast. Tu ne crois pas que ça pourrait voler la vedette à ton père, demanda-t-elle en attrapant son verre d'eau un peu trop vite. J'ai souri et étendu la main par-dessus la table pour lui serrer la main. Papa adorerait. En plus, maman me harcèle pour les « save the date ». Ses yeux se sont détournés un instant. Je voyais les rouages tourner, son esprit s'agitait pour réaligner le scénario qu'elle et Jackson avaient préparé. Mais, ai-je ajouté avec un haussement d'épaule. Si tu penses que c'est une mauvaise idée. Non, a-t-elle dit rapidement. Trop rapidement. Tu as raison. Le barbecue serait parfait. J'ai souri, le laissant atteindre mes yeux. Super. Je dirai à maman de s'assurer que Jackson puisse venir. Il a été tellement occupé ces derniers temps. Je le vois à peine. Sa mâchoire s'est à peine crispée, mais je l'ai vu. Je suis sûr qu'il sera là, a-t-elle dit d'une voix soigneusement neutre. C'est aussi la retraite de ton père. Cet après-midi-là, alors qu'elle était levée sur le canapé, faisant semblant de feuilleter son téléphone sans réfléchir, j'ai appelé ma mère à portée de voix. Dis donc, maman, ai-je dit gaiement, assez fort pour qu'Adriana l'entende. Le barbecue a l'air délicieux. Adriana et moi espérions annoncer des nouvelles. Je lui ai jeté un coup d'œil et lui ai fait un clin d'œil. Tu peux t'assurer que tout le monde vienne? Surtout Jackson. Il est si distant ces derniers temps. Maman, tu connais ton frère, toujours occupé, mais je veillerai à ce qu'il soit là. Ne t'inquiète pas parfait, ai-je dit en terminant l'appel avec un sourire. Du coin de l'œil, j'ai vu Adriana se détendre, sa posture s'adoucir, la tension dans ses épaules se dissiper légèrement. Elle a même proposé qu'on regarde un film ensemble. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait pas trouvé de raison de disparaître dans l'autre pièce et de murmurer quelque chose dans son téléphone. Jouer l'idiote était devenu mon plus grand numéro. J'ai commencé à laisser des magazines de mariage ouverts sur la table basse, pages pliées, notes griffonnées dans les marges. J'ai épinglé les lieux de réception et les robes de mariée sur notre tableau Pinterest commun. J'ai même programmé la dégustation du gâteau pour la semaine suivant le barbecue. Chaque geste était délibéré, précis. Chaque sourire, chaque plan, chaque geste constituait une couche supplémentaire de l'illusion que je construisais soigneusement autour d'eux. Une illusion à laquelle ils étaient trop impatients de croire. Et chaque jour qui passait, je devenais plus certaine qu'ils y étaient complètement tombés. Leur garde baissait, leur confiance grandissait, et pendant ce temps, je l'alimentais, mise en scène après mise, renforçant leur croyance en mon ignorance. Tu sembles excité par le mariage ces derniers temps, commenta Adriana un soir, alors que j'étais assis à la table du dîner, parcourant nonchalamment les destinations de lune de miel sur mon ordinateur portable. Sa voix était légère, en test. Je levai les yeux, prenant soin d'adoucir mon expression, de laisser mes lèvres se dessiner ce sourire chaleureux qu'elle aimait tant. Prêt à officialiser la chose, répondis-je en inclinant légèrement l'écran vers elle, comme si je voulais son avis. Après tout ce temps de préparation, je suis ravi d'être enfin ton mari. Le live me brûlait la gorge, mais la façon dont ses épaules se détendaient et l'éclair de soulagement traversait son visage confirmait ce dont j'avais besoin. La performance fonctionnait. Pendant ce temps, je démantelais méthodiquement la vie que nous avions construite, ou plutôt, la vie que j'avais cru construire ensemble. Nous n'avions pas de compte joint. Dieu merci. J'ai ensuite contacté notre propriétaire, lui racontant une histoire anodine sur une possible relocalisation professionnelle qui ne s'était pas encore concrétisée. J'explore juste mes options, avais-je dit. Il m'avait tendu un formulaire de résiliation de bail et m'avait demandé de le tenir au courant. Ce formulaire était arrivé par hasard dans notre boîte aux lettres quelques jours plus tard. Qu'est-ce que c'est ? Avait demandé Adriana en le brandissant pendant que je servais du café. J'y ai jeté un coup d'œil avec une légère surprise.
Oh, juste un message du propriétaire. J'ai évoqué une possible histoire de travail. Rien de précis. Elle a hoché la tête rapidement, presque trop vite, non? Logique. Sans poser de questions. Probablement soulagée, peut-être même reconnaissante. Après tout, cela signifiait qu'elle n'aurait pas à organiser sa sortie après le barbecue. Elle avait prévu de me laisser humilier et briser devant toute notre famille. Mais là, je lui avais commodément offert une solution plus facile. Je n'arrêtais pas de penser à la bague de fiançailles. Adriana avait insisté pour la payer elle-même, disant que c'était son cadeau. Je me souvenais du moment où elle l'avait glissée à mon doigt, les larmes aux yeux, me disant qu'elle n'avait jamais été aussi sûre de rien. Maintenant, j'avais l'impression d'un pot de vin, d'une cage déguisée en promesse. Un après-midi, alors que je cherchais d'autres preuves numériques, j'ai trouvé le reçu de la bijouterie dans le tiroir de son bureau. Dans le même tiroir, enfoui sous des dossiers de factures et de notes de clients, se trouvait un petit écrin de velours. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce que c'était. La bague de Jackson. Certaines blessures ne valaient pas la peine de s'infliger plus qu'elles ne l'avaient déjà été. Quelques jours plus tard, alors qu'Adriana était sortie rencontrer des clients, j'ai traversé la ville en voiture jusqu'au quartier des bijouteries, loin de tout ce que nous avions fréquenté ensemble. J'ai trouvé une minuscule boutique nichée entre un prêteur sur gage et un pressing. L'intérieur sentait le cirage et la poussière, les comptoirs en verre remplis de promesses scintillantes auxquelles les gens avaient depuis longtemps cessé de croire. Un homme d'une soixantaine d'années, aux lunettes épaisses et à la voix calme, m'a aidé. Il me faut une réplique, dis-je en lui montrant une photo de la bague que j'avais au doigt. Il examina la photo un instant, puis hocha la tête. Une alliance en platine. Ouais, on peut faire ça. Je l'observais en silence tandis qu'il sortait une copie quasi parfaite. Elle semblait impossible à distinguer de l'original, du moins pour quiconque n'était pas expert. Il la plaça délicatement dans une petite boîte en velours. Cadeau d'anniversaire, demanda-t-il avec un sourire poli en refermant le couvercle. Quelque chose comme ça, répondis-je. Ce soir-là, pendant qu'Adriana prenait sa douche, je fis l'échange. Ma bague authentique, valant des milliers de dollars, glissa de mon doigt dans la poche zippée sécurisée de mon portefeuille. Sa jumelle contrefaite, bon marché et creuse, se glissa facilement à sa place. Adriana ne remarqua pas la différence. Les tricheurs le font rarement. À 2 semaines du barbecue, je me concentrai entièrement sur mon plan d'évasion. Pourquoi fuir? Parce qu'après ce que je vais faire, toute la famille en voudra à ma vie. Chaque geste était calculé. J'ai dit à Adriana que j'allais boire un verre. En réalité, j'ai passé ces heures assis dans un bâtiment gouvernemental sous des néons, à remplir des papiers et à prendre une photo peu flatteuse pour renouveler mon passeport. C'était libérateur, d'une certaine manière. Chaque minute me donnait l'impression de retirer une brique de la maison que j'avais construite avec des mensonges et de la poser comme fondation de ma nouvelle vie. Le soir, je recherchais des destinations, tandis qu'Adriana parcourait les réseaux sociaux à mes côtés, adressant parfois à Jackson des sourires silencieux sur son écran. Je lui ai dit que je cherchais des destinations pour une lune de miel, essayant de la surprendre. En réalité, je cherchais un endroit lointain, épargné par nos souvenirs. Mon choix s'est porté sur Santorin, ces bâtiments blanchis à la chaux, ces églises au dôme bleu, la clarté inouïe de cette mer. On aurait dit un endroit où la douleur ne pouvait me suivre. J'ai réservé un aller simple pour le lendemain du barbecue, en utilisant les miles accumulés sur une carte de crédit dont Adriana ignorait l'existence. J'ai trouvé une petite location de vacances avec vue sur la caldeira, suffisamment intime pour m'y cacher pendant 2 semaines. Le temps de me ressaisir avant de retourner à la suite. La semaine précédant le barbecue, j'ai mentionné au dîner, nonchalamment, je prends un rendez-vous pour une demi-journée de manucure vendredi, et quelques courses avant la grande réunion de famille. Adriana, levant à peine les yeux de son téléphone, a hoché la tête. Pas de problème. J'ai des réunions tout l'après-midi de toute façon. Bien sûr que si. Ces courses impliquaient un passage dans une banque du centre-ville où j'avais loué un coffre-fort à mon nom. J'y avais rangé mon passeport renouvelé, des documents importants et une vraie bague de fiançailles. Si les choses tournaient mal, je ne serais pas en difficulté. J'ai retiré assez d'argent pour tenir quelques semaines si nécessaire. Je l'ai réparti dans les compartiments d'une valise toute neuve que j'avais cachée chez Kevin. Kevin était la seule personne à qui je confiais des brides du plan.
Même lui ne savait pas tout. Quand j'ai déposé la valise, il m'a accueilli à la porte, l'inquiétude au visage. « Tu es sûr de ce que tu fais ?» Je l'ai serré fort dans mes bras, m'ancrant l'espace d'une seconde dans quelque chose qui me semblait encore pur. « Fais-moi confiance, » ai-je dit doucement. « C'est mieux. » 3 jours avant le barbecue, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Adriana jouait au golf avec quelques collègues, un passe-temps qu'elle n'avait jamais pratiqué jusqu'à récemment. Assis à mon bureau, j'ai écrit le mot que je laisserai derrière moi. Bon marché, comme vous le souhaitez. Simple, direct, d'une brièveté dévastatrice. J'ai scellé le mot dans une enveloppe et l'ai glissé dans la poche latérale de mon sac de week-end, juste à côté d'une petite clé USB. Elle contenait des images sélectionnées des caméras cachées, juste assez pour rendre la vérité indéniable. La veille du barbecue, j'ai agi avec une précision chirurgicale. Mon sac de voyage, celui que j'apporterais chez mes parents, ne contenait rien de superflu, juste des vêtements de rechange, le mot, la clé USB et la fausse bague. Mes vrais bagages, avec mes vrais vêtements, de l'argent de poche et tout ce dont j'aurais besoin pour un nouveau départ, attendaient en sécurité chez Kevin. La confirmation de la compagnie aérienne et les informations de location étaient mémorisées. Des captures d'écran de tous les détails importants étaient enregistrées dans un brouillon de mail, accessible depuis n'importe quel appareil. Debout dans la salle de bain, j'observais mon reflet sous la douce lumière jaune au-dessus du miroir. L'homme qui me regardait ne semblait plus être le même qu'un an plus tôt. Son regard était plus perçant, son expression ciselée avec détermination. Je m'entraînais à mes réactions comme un acteur avant le rideau. Surprise, douleur, silence digne. Chacune aurait son moment. Chacune me servirait. Derrière moi, les bras d'Adriana m'entouraient la taille, sa tête reposant délicatement entre mes omoplates. Son regard croisa le mien dans le miroir, brillant, plein d'espoir, peut-être nerveux. « Nuito », suggéra-t-elle d'une voix douce. « Demain sera un grand jour. » Si seulement elle savait à quel point. Je me tournai lentement dans ses bras, glissant les miens autour d'elle avec un sourire presque sincère. Le plus grand, approuvai-je. Cette nuit-là, le sommeil vint plus facilement que prévu. À l'aube, je me levai en silence, me déplaçant dans l'appartement tel un fantôme. Le poids de l'anxiété, qui me pesait depuis des mois, s'était allégé. À sa place, quelque chose de plus froid, de plus clair. J'ai vérifié et vérifié 2 fois mon sac de voyage, mon enveloppe, ma clé USB et ma chemise propre pour le vol du lendemain matin. J'ai ouvert notre groupe de discussion familiale sur mon téléphone et j'ai fait défiler les messages, confirmant une dernière fois que tous les destinataires étaient là. Parents, cousins, Jackson, amis, tous ceux qui comptaient. Le message était prêt, d'un simple clic. Dans la chambre, Adriana faisait les 100 pas, changeant 2 fois de chemise, enfilant chaque chemise par-dessus sa tête avec des mouvements saccadés et incertains. Ses doigts revenaient sans cesse à la poche de sa veste, la touchant comme un tic nerveux. Je savais sans même demander que la bague de Jackson était là. Probablement dans la même boîte que. J'avais ouverte un jour, les mains tremblantes, pleines d'espoir. J'ai fait semblant de ne rien remarquer, coupant des fruits dans la cuisine avec une lente précision, préparant une salade qui ne sortirait jamais du bol. Prête, a-t-elle demandé soudain, les clés cliquetant dans sa main. Sa voix était légèrement trop aiguë, une pointe de nervosité qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. J'ai levé les yeux et les étudié attentivement. Absolument, dis-je en fermant mon sac. Un dernier coup d'œil à l'appartement. Le canapé où nous avions accueilli des amis. Le tapis où nous avions dansé le slow le soir de nos fiançailles. Tout cela n'était plus qu'un décor. Un mensonge soigneusement construit. Absolument prêt, répétai-je. Et pour la première fois depuis des mois, c'était la vérité. Le trajet jusqu'à chez mes parents, qui durait habituellement 40 minutes, s'étirait comme de la mélasse. Adriana serrait fermement le volant. Sa main gauche bougeait distraitement d'avant en arrière, tapotant l'intérieur de la poche de sa veste comme un réflexe. La bague de Jackson. Son prochain départ. La radio jouait des chansons pop douces et oubliables. Une voix féminine rauque parlait d'amour éternel et de promesses inébranlables. L'ironie était si riche qu'elle me fit presque rire. « Tu es nerveuse à propos de quelque chose ?» demandai-je d'un ton léger, l'observant du coin de l'œil tandis que nous tournions dans la rue de mes parents, bordée par les vieux érables que je grimpais. Elle sursauta légèrement, les yeux se tournant vers moi. « Quoi ?» « Oh,
Je pensais juste au boulot. Un samedi, demandai-je d'une voix taquine, au barbecue de départ à la retraite de ton futur beau-père. Elle laissa échapper un petit rire nerveux, sans me regarder dans les yeux. Je me penchai et posai doucement la main sur son bras. Essaie de te détendre et de profiter d'aujourd'hui, d'accord? L'ironie ne m'échappa pas, je la réconfortai du stress de sa trahison planifiée. Elle tenta de sourire, mais cela ressembla plutôt à une grimace. Pauvre Adriana. Le poids de la déception la touchait visiblement, même si elle le masquait sous un exercice de simulation. Pas bien, mais juste assez pour passer inaperçu. Des ballons flottaient paresseusement dans l'air chaud, attachés à la vieille boîte aux lettres noires devant la maison de mon enfance. Papa avait accroché des guirlandes lumineuses le long de la clôture du jardin, comme il le faisait toujours pour les vacances ou les grandes réunions de famille. Une odeur de charbon de bois flottait dans le quartier, signalant que le barbecue était déjà allumé. L'allée et la rue étaient bordées de voitures, le pick-up poussiéreux de mon oncle, le monospace bleu marine de ma cousine, et, garé à quelques mètres du coin, l'incontournable Honda bleue de Jackson. On dirait que tout le monde est déjà là, dis-je d'un ton léger, mais mes yeux se fixèrent sur son visage. Elle scruta rapidement les voitures garées, son regard s'arrêtant un instant de trop sur celui de Jackson. Devine où sont les dernières, murmura-t-elle en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur pour rajuster ses cheveux, lissant du bout des doigts des mèches imaginaires. Maman nous a accueillis à la porte, les bras grands ouverts et serrés dans ses bras, d'une voix claire et chaleureuse, nous conduisant directement à travers la maison vers le jardin. Des rires et des conversations informelles se sont répandus sur la pelouse, se mêlant aux notes de rock classique diffusées par la vieille enceinte Bluetooth de papa. C'était un décor de banlieue parfait, empreint de familiarité et imprégné d'histoire. Puis je l'ai vu, Jackson, confortablement installé sur le salon de jardin, une bière à la main, le regard rivé sur le soleil doré. Nos regards se sont croisés une seconde, un instant. Son sourire a vacillé. Puis, comme s'il se reprenait, il s'est repris avec un signe de la main exagéré et un sourire un peu trop large. Adriana s'est finalement approchée de lui, d'un pas léger et trop répété. Il s'est approché et m'a serré dans ses bras. Maintenant, je comprends ce que Julia César a dû ressentir. Adriana a souri faiblement. Tous deux me faisaient penser à des acteurs amateurs, tâtonnant lors d'une première, le texte à moitié oublié et les expressions légèrement décalées. Ils ont l'air de ce qu'ils étaient coupables tandis que je me frayais un chemin à travers la foule. Je saluai poliment, serrai la main, saluai les parents éloignés. J'ai commencé à remarquer les regards. Pas ceux d'Adriana ou de Jackson, mais ceux de tous les autres. Tante Patricia m'a tenu la main une seconde de trop, son sourire était doux, mais ses yeux s'emplissaient d'une lueur plus profonde, presque de pitié. Oncle Dave s'est approché de moi de sa voix tonitruante habituelle, m'interrogeant sur mes projets de mariage, mais son enthousiasme est retombé dès qu'Adriana est entrée dans le cercle. Il a marmonné quelque chose à propos du barbecue et s'est éloigné. Même mon cousin Michael, qui m'accueillait habituellement avec une accolade et quelques taquineries, m'a à peine regardé. Il a marmonné « bonjour » sans lever les yeux. Il savait, ou du moins il s'en doutait. Près du barbecue, mon père se tenait avec son tablier signature, roi des braises. Mais son expression ne reflétait pas le sentiment. Il avait l'air inhabituellement sombre pour quelqu'un qui célébrait la fin d'une décennie de carrière. Quand je l'ai serré dans mes bras, ses bras m'ont serré plus fort que d'habitude, s'attardant. « Tu vas bien, fiston ?» a-t-il demandé à voix basse. « Juste pour moi. »« Bien sûr, papa, » dis-je d'une voix douce. « C'est ton grand jour. » Les mots sortirent d'une voix douce, mais le nœud dans mon estomac se serra plus fort. Combien d'autres l'avaient-ils annoncé? Jackson et Adriana avaient-ils déjà commencé à préparer le terrain, à planter des graines, pour que, lorsque leur grande révélation arriverait, elle atterrisse sur des cœurs préparés, et non sur des cœurs choqués? Les sourires gênés et les longs escaliers n'étaient-ils que de la sympathie qui changeait déjà de camp? Maman apparut avec une photo de limonade et un sourire trop éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. Adriana Jackson demandait juste des nouvelles de la maison des Henderson, dit-elle en les regardant tour à tour avec un encouragement à peine voilé. Vous savez, l'immobilier. Vous pourriez peut-être lui donner un conseil. Un piège évident. Il n'essayait même plus de le cacher. Bien sûr, Madame Adams, dit Adriana d'une voix joyeuse et fausse comme une fleur en plastique. Je l'ai regardé dériver vers le coin le plus éloigné du jardin, près du vieux cornouiller, la tête penchée, faisant semblant de discuter de superficie et de comparaison de marché. Leur piètre tentative de subtilité aurait été vaine.
Ce serait pitoyable si je n'avais pas depuis longtemps passé de la pitié à quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Ils ne sont pas très doués pour ça, hein? La voix me surprit, douce et amusée. Je me retournai et trouvai Jenny, ma nièce adolescente, debout à côté de moi avec une assiette remplie de salade de pommes de terre et de frites. Elle me lança un sourire en coin. Je forçai mon expression à prendre une expression neutre. À quoi? Jenny leva les yeux au ciel et prit une bouchée. S'il te plaît. Maman m'a dit de me préparer à un drame aujourd'hui. Elle fit un signe de tête subtil vers le coin où se tenaient Adriana et Jackson. Les adultes pensent que les adolescents sont ignorants. Mon regard suivit le sien. Jackson avait une main enfouie dans sa poche, l'autre se lissait les cheveux. Toutes les 2 ou 3 minutes, il jetait des coups d'œil furtifs à l'écran du téléphone d'Adriana, vérifiant son reflet. Ils ont agi bizarrement tout l'après-midi. Il se passe quelque chose, ajouta-t-elle. Une petite lueur de chaleur s'alluma dans ma poitrine. Un allié inattendu dans tout ça. Tu veux m'aider à aller chercher la glace supplémentaire au garage? Demandai-je nonchalamment. Jenny hocha la tête et nous nous éloignons de la cour et de son flot de faux sourires. Dès que nous fûmes hors de portée de voix, je lui serrai doucement la main. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, souviens-toi que les apparences sont parfois trompeuses. Ses yeux s'écarquillèrent, tu sais. J'acquiesçai légèrement. Regarde, regarde. Quand nous revînmes avec le seau à glace, la situation avait encore changé. Adriana était près du barbecue, discutant avec animation avec papa. Jackson était à proximité, ajustant les chaises de jardin et vérifiant que la table pliante était alignée. Tout le monde s'agitait dans une danse tendue de normalité forcée. Des rires qui arrivèrent une seconde trop tard. Des conversations qui s'arrêtèrent à mon passage. La tension enveloppait l'assemblée comme un nuage d'orage attendant le coup de tonnerre. Le déjeuner était servi sous forme de buffet. Salade de pommes de terre, maïs grillé, hot-dog et les travers de porc que papa avait marinés pendant 2 jours. Je me plaçais entre mes grands-parents, les écoutant raconter leur croisière en Alaska tout en jetant des coups d'œil furtifs à l'autre bout de la table. Adriana ne cessait de consulter sa montre, son regard allant vers Jackson, puis se détournant rapidement. Jackson tripotait sa bière, buvant des gorgées trop vite, tapotant la bouteille contre son genou dans un bégaiement rythmé. Le sourire de ma mère devenait de plus en plus fragile tandis qu'elle faisait sa tournée avec le pichet de limonade. Sa voix trop forte et joyeuse tandis qu'elle rafraîchissait les boissons et encourageait tout le monde à manger. Après le repas, papa se leva, s'éclaircissant la gorge avec un sourire qui ne masquait pas vraiment l'émotion dans son regard. Il prononça son discours de départ à la retraite. Simple, sincère et empreint de gratitude pour la famille, les années et la compagnie à laquelle il avait consacré sa vie. Autour de nous, des verres se levèrent pour trinquer. Les flashs des appareils photo clignotèrent comme des lucioles, et pendant un bref instant, une joie sincère emplit le jardin. Pendant ce bref instant, vacillant, je me suis permis d'être heureux pour lui. 50 ans de loyauté, une salle remplie de gens qui le respectaient et l'admiraient. Cette partie, au moins, n'avait pas été empoisonnée. Puis vint le dessert. Adriana attira mon attention au moment même où ma tante apportait ses fameuses barres au citron. Elle fit un signe de tête en direction du vieux chêne. Au fond de la cour, l'air solennel. « On peut parler 1 minute ?» demanda-t-elle d'une voix juste assez forte pour que quelques proches puissent la saisir. Ça y est, le rideau se lève. Je me levai lentement, hochai la tête et la suivis, les membres stables, presque légers. J'avais l'impression de flotter, de regarder de l'extérieur. L'air était chaud, le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les branches de l'arbre où je m'étais autrefois balancé sur une balançoire. Tout en moi était calme, résigné. C'était l'acte final, le point culminant préécrit de leur petit drame. Je connaissais déjà la fin. Adriana se tourna vers moi, se positionnant parfaitement dans la lumière tamisée. Son visage était figé, avec une expression que je reconnus immédiatement. Celle qu'elle avait utilisée lors de sa rupture avec un ancien colocataire d'université. Lorsqu'elle avait rendu un chien adopté avec lequel elle ne s'était pas liée, lorsqu'elle avait licencié un entrepreneur par email, ce mélange calculé de regrets et de résolution. Elle prit mes mains et les siennes avec une douceur qui me donna la chair de poule. « Wesley » commença-t-elle d'une voix douce, mais suffisamment forte pour porter. Juste assez loin. Ces derniers mois m'ont fait réaliser quelque chose d'important. Elle marqua une pause, vérifiant que nous avions du public. En effet,
plusieurs membres de ma famille avaient commencé à se rapprocher sous prétexte d'admirer les parterres de fleurs de maman. Ma cousine Rachel se figea en pleine bouchée de tarte. Oncle Dave pencha légèrement sa bière en avant. Même Jenny se tenait près du glacière à limonade, la bouche pincée. Jackson se tenait à mi-chemin entre nous et la terrasse, les bras croisés, le visage figé dans une expression faussement inquiète. Il semblait attendre sa queue. Adriana se tourna vers moi. « Je tiens profondément à toi, dit-elle. Mais j'ai réalisé que tu ne le es pas. Tu n'es pas faite pour un mari. » C'était ça. La réplique, la phrase que j'avais imaginée, répétée 100 fois dans ma tête, 100 versions différentes. Son couteau préféré, son geste dramatique, prononcé comme une héroïne de feuilleton. Convaincue qu'elle libérait le pauvre homme qu'elle devait laisser derrière elle. Derrière elle, je vis la main de ma mère se porter à sa bouche, sous le choc. Le sourire de mon père disparut, remplacé par un nuage de confusion et de fureur grandissante. Les yeux de Jenny se plissèrent. Et moi? Je restai immobile, silencieuse. Adriana cligna des yeux. Elle attendit. Attendit le halètement, la protestation, l'effondrement, le « qu'est-ce que tu racontes » qui lui donnerait l'avantage. Mais je ne lui donnai rien. Pas de supplication, pas de chagrin, pas même une lueur de surprise. Juste le silence. Elle hésita. Une lueur d'incertitude traversa son visage tandis qu'elle cherchait une réponse dans le mien. Pourquoi que ce soit? Ce que je veux dire, c'est qu'elle trébucha, la voix tremblante. Nous voulons des choses différentes. Et j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend mieux. Sur cul, Jackson s'avança. Son timing était précis, presque théâtral, comme s'ils avaient répété ça. Peut-être l'avaient-ils fait. Des téléphones sortirent de leurs poches, des proches changeant de position instinctivement. Sentant que quelque chose de dramatique allait se produire. Adriana lâcha mes mains et se détourna de moi, ses talons craquant doucement contre l'herbe, elle s'avança vers Jackson, qui fouilla dans sa poche et en sortit un. Une petite boîte en velours. Des halètements parcoururent la foule comme une pierre tombée et de l'eau stagnante. Elle s'agenouilla. « Jackson, dit-elle d'une voix claire et douce, imprégnée d'une émotion artificielle. Tu es tout ce que je cherchais. Veux-tu m'épouser ?» Ses larmes scintillèrent sous la lumière dorée de l'après-midi, aussi fausse que la pierre à mon doigt. Le visage de Jackson s'illumina de sa plus convaincante imitation de surprise. « Ouais, je veux dire, ouais » s'exclama-t-il, criant presque pour appeler les caméras. Clic. Flash. Flash. Des applaudissements, maladroits et dispersés, éclatèrent lorsqu'il glissa la bague à son doigt. Le cousin Michael semblait sur le point de vomir. Tante Patricia croisa les bras, son regard fixé sur Jackson à faire couler le sang. Je restai immobile, sans ciller. Une statue sculptée dans un détachement silencieux. Pas de halètement, pas de cris, pas de verre brisé ni de gifles, juste rien. Mon silence était absolu, et il résonna plus fort que n'importe quelle parole n'aurait pu l'être. Le sourire triomphant d'Adriana commença à s'esquisser. Jackson se déplaça, soudain incertain de ce qu'il devait faire de ses mains. Il scruta la foule à la recherche d'une approbation qui ne venait pas. Mon père s'avança, les yeux brûlants, mais je captai son regard et secouai légèrement la tête. Il se figea à mi-chemin. Je vis la colère se transformer en confusion. « Félicitations, dis-je d'une voix claire et calme. Vous vous méritez l'un l'autre. » Cette phrase, simple, directe, me toucha plus fort que prévu. Adriana cligna des yeux, prise au dépourvu. La mâchoire de Jackson se crispa, sa bouche s'ouvrit comme pour répondre, mais se referma faute de mots. Ce n'était pas la scène qu'ils avaient imaginée. Pas de sanglots, pas de cris, pas de tempête dramatique qui les réduirait en victimes compatissantes. Juste moi, calme et posé. La seule réaction à laquelle ils ne s'étaient pas préparés alors que la foule les encerclait de félicitations forcées et de questions embarrassantes. Quand est-ce arrivé? Et Wesley? Je me détournai calmement, imperturbable. Je me dirigeai vers la table des desserts, pris une part du gâteau au chocolat préféré de mon père et la lui apportai. Il me regarda comme s'il voulait poser une centaine de questions, mais n'en trouvait aucune. « Je vais bien, papa » dis-je doucement en lui posant l'assiette dans les mains. « Fais-moi confiance, et je l'ai fait. Vraiment. » Pendant l'heure qui suivit, je me fraya un chemin parmi l'assemblée avec une aisance acquise.
Je répondais aux regards inquiets et aux questions étouffées par un sourire et de douces déviations. C'est pour le mieux. Ce sont des choses qui arrivent. Je vais bien, vraiment. Chaque réponse calme ébranlait un peu plus le moment soigneusement construit par Jackson. Une autre fissure dans sa façade triomphante. Je la surpris à m'observer. Le sourire d'Adriana avait disparu depuis longtemps, remplacé par quelque chose de plus crispé, d'incertain. Le moment dont elle avait probablement rêvé, moi m'effondrant, ma famille la réconfortant, Jackson intervenant en sauveur, ne s'était pas matérialisé. Il n'y avait eu ni scène, ni validation, ni rédemption publique pour eux deux. Juste des questions, des murmures, des haussements de sourcils et des yeux plissés. Elle semblait de plus en plus mal à l'aise tandis que sa famille la coinçait avec des questions polies mais pointues. Quand est-ce que ça a commencé? Wesley était au courant. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Jackson se tenait à côté d'elle, raide, hochant la tête un peu trop fort, riant un peu trop fort. Ils voulaient un spectacle. Ils ont eu droit à un coup de projecteur, sans scénario. Alors que le soleil disparaissait sous les arbres et que les invités commençaient à se disperser, je me dirigeais vers mes parents. Ils étaient encore abasourdis, cherchant désespérément un sens à ce qui s'était passé. Je t'expliquerai tout demain, dis-je doucement en serrant ma mère dans mes bras. Ses yeux brillaient de larmes retenues. La main de mon père me serra l'épaule. Tu es sûr que tu ne veux pas rester pour la nuit, fiston? J'en suis sûr, dis-je en embrassant maman sur la joue. Sache que je suis bien mieux que j'en ai l'air. Adriana et Jackson partirent précipitamment. Sa nouvelle bague capta les dernières lueurs du jour, projetant un éclat perçant sur la cour tandis qu'il franchissait le portail sous le poids d'une douzaine de questions sans réponse. Leur allure était rapide, presque une retraite. J'ai décliné l'offre de rester, malgré l'insistance de quelques cousins. J'ai besoin de temps, ai-je dit simplement. Juste une nuit pour moi. De retour dans ma voiture, j'ai consulté mon téléphone. Mon vol du matin pour Santorin était à l'heure. Parfait. Tout s'était mis en place avec une précision presque inquiétante. Le piège avait été déclenché. Place maintenant à l'acte final. Le trajet de retour vers notre appartement. Mon appartement semblait maintenant étrangement onirique. Les lumières de la ville scintillaient sur le pare-brise. Les rues que j'avais parcourues 1000 fois me semblaient à la fois familières et totalement étrangères. Mais il n'y avait pas de larmes, pas de douleur persistante. Au contraire, je sentais la lumière se creuser de la meilleure des manières. Le pire était arrivé, exactement comme je l'avais prévu, et j'y avais survécu. Je me garai devant l'immeuble et pénétrai dans le couloir silencieux, déverrouillant la porte de ce qui avait été notre vie commune. L'obscurité m'accueillit. Le silence. Je n'allumai pas la lumière. Je traversais les pièces à un rythme déterminé. Chaque pas était un rituel. Chaque tiroir s'ouvrait et se refermait avec intention. Je rassemblais les derniers objets que je n'avais pas encore sécurisés. Je retirais les caméras cachées une à une, effaçant toute trace de la surveillance que j'avais exercée ces 3 derniers mois. Elles rempliraient leur fonction. Leur rôle ne devait jamais être permanent, juste le temps de capturer la vérité qu'ils étaient si sûrs que je ne verrais jamais. Vint ensuite le cadeau de Jackson. Je sortis l'enveloppe de mon sac de week-end et fixai le mot à l'intérieur, passant mon doigt sur les mots que j'avais parcourus des semaines plus tôt. Bon marché, comme à ton goût. Sur le moment, cela avait été blessant. Mais après aujourd'hui, après la demande en mariage à genoux, le silence stupéfait et leur confiance en baisse face à mon calme, cela me semblait presque désuet. Mais je ne le réécrivis pas. Au lieu de cela, j'ai pris un stylo et j'ai ajouté une dernière ligne en dessous. PS consultez le groupe de discussion familiale à 6 heures du matin. Vous serez tous les deux célèbres. Assez subtil pour éveiller la curiosité. Assez clair pour les empêcher de dormir. L'équilibre parfait. Je me suis levé et j'ai traversé la chambre, la même pièce où tant de choses avaient été truquées. Tant de mensonges murmurés dans l'obscurité. Tant de trahisons masquées derrière de doux baisers et des projets de week-end. J'ai retiré la bague et placé la fausse bague, une imitation bon marché que j'avais achetée en ligne pour cet instant précis, au centre de la coiffeuse. Puis j'ai délicatement appuyé l'enveloppe contre elle, la laissant pencher juste assez pour que les mots soient visibles sans perturber la mise en scène. Je connaissais Jackson. Il ne pouvait résister à la comparaison. Il lèverait cette bague dès qu'Adriana lui tournerait le dos, ayant besoin de se mesurer à moi, à la vie qu'il avait volée.
Et Adriana le laisserait faire. C'est sur cela que leur relation était fondée après tout. Besoin d'insécurité, de performance. L'appât posé, je suis retourné à la table de la cuisine où mon ordinateur portable m'attendait, son écran baignant la pièce d'une douce lueur. J'ai ouvert le logiciel de montage une dernière fois et visionné le montage de 7 minutes. Le résultat final de dizaines d'heures passées à éplucher les images, à couper des secondes, à séquencer la trahison comme un court-métrage. Scène d'ouverture, Adriana dans le salon, téléphone à l'oreille, riant avec Jackson de mon inconscience. Coup de projecteur sur Adriana à califourchon sur Jackson sur notre canapé pendant que je rendais visite à mes parents. Son rire était étouffé par les murs qui me rassuraient autrefois. Ensuite, leur conversation au lit. Crue, explicite et indéniablement filmée dans notre chambre. Mes oreillers, mes draps. Coup de grâce. Adriana dans le miroir de la salle de bain, répétant son discours de rupture comme une actrice se préparant pour un monologue. Jackson en train d'envoyer des messages et des corrections depuis le couloir. J'ai ajouté des superpositions de textes blancs immaculés, des dates, des heures, pas de musique, pas de commentaires, juste la vérité, crue et chirurgicale. La mise en ligne était prévue pour 6 heures du matin. Ni trop tôt pour être ignoré. Ni trop tard pour rater le moment. Juste à cette heure dorée où les familles sirotent leur café, consultent leur téléphone et se rattrapent sur les photos et les nouvelles. À ce moment-là, Jackson et Adriana auraient passé la nuit à célébrer le champagne, la satisfaction béate, peut-être même une nouvelle série de conversations sur l'oreiller. Et puis boum, la notification du chat de groupe sonnerait sur les téléphones de toutes les tantes, cousins et frères et sœurs. Exposition maximale, incrédulité maximale, audience familiale maximale autour du café du dimanche matin. J'observais depuis l'étroite fente de la porte du placard, osant à peine respirer, Adriana entrer discrètement dans l'appartement. Le tintement familier de ses clés heurtant la table de chevet fut le seul bruit pendant un long moment. Elle se déplaçait avec précaution comme une voleuse, se demandant si la maison était vide, ses pas étouffés par le tapis que nous avions choisi ensemble l'automne dernier. Elle n'était pas censée être là. Ce n'était pas prévu. Je l'avais imaginé riant dans les bras de Jackson ce soir-là, blotti dans cette pitoyable garçonnière qu'il considérait comme son foyer, fier de son intelligence. Au lieu de cela, elle était seule. Son visage était pâle dans la faible lumière du couloir. Aucune trace de célébration dans son expression, aucune lueur triomphante de quelqu'un qui venait de faire exploser son ancienne vie pour quelque chose de meilleur. Seulement de la tension, de l'hésitation. Elle avança résolument, récupérant ses affaires de toilette dans la salle de bain, son gel douche, sa brosse à dents, sa trousse de maquillage, puis se dirigea vers la bibliothèque pour prendre son ordinateur portable. Elle ne prit même pas la peine d'allumer sa bougie préférée, celle qui, disait-elle, lui donnait un air de chez soi. Apparemment, ce foyer était superflu maintenant. Je restais immobile dans le noir, le cœur battant plus d'impatience que de peur. J'étais invisible maintenant, juste un fantôme dans la coquille de notre vie commune, la regardant démanteler silencieusement ce qui en restait. Puis elle s'approcha de la chambre, ma chambre maintenant, et s'arrêta sur le seuil. Elle resta là un instant de trop, sa silhouette figée dans l'indécision. Peut-être songeait-elle à jeter un coup d'œil. Peut-être se demandait-elle si j'étais endormi, inconscient, encore recroquevillé comme un idiot au bord de la trahison. Elle ne bougea pas, ne frappa pas, ne prononça pas mon nom. Au bout d'un moment, elle se retourna et s'éloigna, ne laissant flotter dans l'air que la faible odeur de son parfum. Lâche. Le téléphone tremblait dans ma main sous le nombre de messages entrants, tous plus frénétiques les uns que les autres. Je sirotais lentement mon café, savourant la chaleur amère comme un toast à la victoire. À 6 heures précises, la vidéo se déploya avec une précision militaire. 7 minutes de clarté, de vérité sans filtre, explosèrent au milieu de leurs mensonges soigneusement construits. Pas de narration, pas de montage, juste leur propre voix, leurs propres actions, leurs propres pertes. Pendant un long moment, je ne fis rien d'autre que regarder. Le chat de groupe était un chaos. Le message de ma mère est arrivé en premier, l'équivalent numérique d'un halètement. Maman, oh mon Dieu, Wesley, c'est réel? Suivi par mon père, direct et furieux. Papa, c'est le fils de. Puis tante Patricia a renchéri. Juste comme toujours. Et Patricia, je le savais. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre chez elle. Elle a brisé le lien du frère. Ma famille est ruinée. Dieu la punira.
Je ne veux jamais la voir à aucun événement auquel je suis invité. Cousin Michael. Mon Dieu. Tout le monde a vu ça? J'ai regardé leur nom clignoter et vaciller tandis que d'autres membres de la famille intervenaient. Les bulles de saisie racontaient leur propre histoire. Jackson a commencé à taper, s'est arrêté, a recommencé. Le nom d'Adriana a plané et a disparu encore et encore. Il montait en flèche. Exactement comme je l'avais calculé. Mon téléphone s'est illuminé d'appels de mes parents. 3 sonneries consécutives, toutes ignorées. Je n'avais pas besoin de parler. Pas encore. J'ai envoyé un seul SMS en retour. Moi. Je vais bien. Profitez du spectacle. On s'appellera quand j'atterrirai. Je vous aime tous. Puis est arrivée l'inévitable avalanche d'Adriana. Adriana. Wesley. Laissez-moi vous expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Où êtes-vous? Répondez-moi. Comme si tout ce qu'il pouvait dire maintenant adoucirait ce qui avait déjà été vu. Déjà absorbé par chaque parent, chaque ami, chaque foutue personne qui avait assisté à ce barbecue pensant célébrer quelque chose d'honnête. Puis Jackson. Ces messages oscillaient sauvagement entre rage et désespoir. Jackson, tu n'avais pas le droit de nous enregistrer. Arrête tout de suite. Puis quelques secondes plus tard, Jackson, je suis désolé. D'accord, mais c'est insensé. Tu fais une énorme erreur. Non, Jackson, j'étais enfin en train d'en corriger une. À 6h40, le nom d'Adriana a illuminé mon écran. J'ai répondu sans rien dire. J'ai juste tenu la ligne, laissant son souffle rauque combler le silence. Wesley, tu es là. Écoute, il faut qu'on parle de ce que tu viens de faire, a-t-elle lâché, la voix brisée, affolée. J'arrive. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à en être douloureux. Je ne m'en soucierai pas, dis-je d'une voix égale, d'une voix calme. Définitivement. Je ne suis pas là. Je marquai une pause, laissant la ligne suivante se couper aussi précisément que la première. Et vérifie ta précieuse bague avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je raccrochai. Je l'imaginais se précipitant vers mon appartement. Mon appartement maintenant, cherchant ses clés, le cœur battant, probablement encore dans sa robe de barbecue froissée, pour finalement trouver le silence, l'absence et le mot. J'imaginais son visage lorsqu'elle ouvrirait la boîte à bijoux, s'attendant à quelque chose de triomphant pour se réjouir, et à la place, elle trouverait cette réplique de bague bon marché et mon message. Bon marché, comme à ton goût. Puis le post-scriptum, PS, regarde le groupe de discussion familiale à 6h. Vous serez tous les deux célèbres. Je souris faiblement. Mon écran continuait de s'illuminer comme une tempête de feu. Le deuxième groupe de discussion familiale, rapidement assemblé, notamment sans Adriana ni Jackson, était rempli de messages de soutien et de choc. Ceux qui avaient souri avec raideur la veille s'exprimaient maintenant librement. Certains s'excusaient de ne pas avoir vu les pancartes, d'autres exprimaient leur fureur à mon sujet. Puis vint Jenny, ma nièce adolescente. Jenny, oncle Wesley est cool. Celle-là m'a prise au dépourvu. Ma gorge se serra et, avant que je puisse la retenir, la première larme coula sur ma joue. Pas de douleur. Dieu sait que j'en avais versé assez. Mais de la gratitude étrange et perçante d'être vu. J'ai transféré les contacts essentiels sur mon téléphone portable, retiré ma carte SIM et les glissé dans la poche de mon manteau. Le silence qui suivit fut presque sacré. J'ai jeté un dernier coup d'œil à l'appartement, l'endroit où j'avais autrefois imaginé vieillir avec quelqu'un que j'aimais. Où nous avions ri, cuisiné, rêvé, et où les mensonges s'étaient métastasés comme de la pourriture sous le plancher. Puis j'ai verrouillé la porte. Kevin m'attendait déjà au bord du trottoir, le moteur au ralenti. Dès que je suis sorti, il m'a serré dans ses bras. Envoie-moi un SMS quand tu atterriras, a-t-il dit fermement. Puis sa voix s'est adoucie. Je suis fier de toi, ai-je hoché la tête, incapable de parler plus que ce hochement de tête dans ma poitrine. Le terminal international bourdonnait de l'énergie tamisée des premiers voyageurs, des familles avec leurs tout petits grincheux, des hommes d'affaires déjà en communication, des couples partant en lune de miel. J'ai franchi l'enregistrement, la sécurité et le long trajet jusqu'à ma porte d'embarquement avec une précision robotique. Mon nouveau numéro affichait une avalanche d'appels et de messages manqués. Adriana, Jackson, et même quelques amis communs qui n'avaient pas encore choisi leur camp. Je les ai tous ignorés.
À l'annonce de l'embarquement, j'ai envoyé un dernier message à mes parents avec le numéro temporaire et une promesse. Moi, je vous expliquerai tout bientôt. Je vous aime tous les deux. Puis j'ai éteint le téléphone. Et avec lui, j'ai fait table rase du poids des 3 derniers mois, du gaslighting, de la suspicion rampante, des montages tardifs de la nuit, tout en faisant comme si tout était normal. J'ai trouvé mon siège près du hublot et j'ai regardé l'équipe au sol préparer l'avion. Dans ma tête, j'imaginais Adriana et Jackson se réveillant l'un à côté de l'autre, souriant peut-être un bref instant avant de prendre leur téléphone. Puis la confusion, l'effroi, l'horreur. Ils méritaient chaque instant. La voix du commandant de bord grésillait dans l'interphone. Nous étions les prochains à décoller. Alors que l'avion vrombissait sur la piste, je fermais les yeux, non pas pour dormir, mais pour le ressentir. Le bourdonnement sous mes pieds, la pression contre ma colonne vertébrale, le profond et guttural élan d'évasion. Chaque seconde m'élevait plus haut, plus loin de la trahison, de l'humiliation, de chaque conversation chuchotée et de chaque sourire condescendant que j'avais enduré pendant qu'ils se prenaient pour des malins. Le doux goût de la vengeance m'emportait vers le ciel, à 9000 mètres au-dessus des ruines de leur vie. Les 10 heures de vol passèrent dans un brouillard de repas d'avion et de demi-sommeil. Pas de rêve, juste le calme. À l'atterrissage à Athènes, le poids que j'avais porté si longtemps ne me pesait plus. Il y avait désormais une distance, non seulement en kilomètres, mais en sang. Un océan entre qui j'avais été et qui je pourrais devenir. Le vol pour Santorin se faisait dans un avion beaucoup plus petit, glissant sur la géhenne d'un bleu indescriptible comme une pierre sur l'eau. Alors que l'île apparaissait, des bâtiments blanchis à la chaux se dressaient tels des flocons de neige sur des falaises volcaniques. J'ai senti quelque chose remuer au plus profond de ma poitrine. Pas exactement le bonheur, mais une possibilité. L'idée que la beauté existait encore dans un monde où la trahison était devenue ma plus proche compagne. Cela m'a frappé plus fort que prévu. Le chauffeur de taxi qui est venu me chercher à l'aéroport était un homme d'un certain âge, au visage bienveillant, nommé Nikos. Son anglais était marqué par un accent mais chaleureux, et il conduisait comme quelqu'un qui avait mémorisé chaque recoin de l'île depuis des décennies. Alors que nous empruntions des routes étroites creusées dans les falaises, il m'a montré du doigt de minuscules églises, des moulins à vent et des oliveraies avec une fierté grand-père. Première fois à Santorin, a-t-il demandé en me regardant dans le rétroviseur. Première fois depuis longtemps, ai-je répondu. Plus pour moi que pour lui. Il a ri. Ah, alors tu as bien choisi. Le meilleur endroit pour se souvenir de la vie. J'ai regardé par la fenêtre la mer d'un bleu impossible s'étendant à l'horizon. Tu te souviens de la vie? Je n'avais pas réalisé depuis combien de temps je retenais mon souffle dans cette demi-vie chez moi. Pris entre suspicion et performance, attendant que les mensonges d'Adriana se démêlent. Il me déposa en haut d'une ruelle tranquille d'Oï, loin du brouhaha des touristes en croisière et des jeunes mariés posant avec des perches à selfie. La villa était exactement comme promis. Blanchie à la chaux, perchée au bord de la caldeira comme une carte postale. Volets bleus, étroit escalier de pierre, une terrasse qui donnait sur l'éternité. Elena, la gérante, attendait déjà. Elle portait un pantalon en lin et un sourire d'essai, son bloc-notes à la main. « Bienvenue, monsieur Walsh, dit-elle. J'espère que votre voyage s'est bien passé. » « Très bien, répondis-je. »« Et s'il vous plaît, Wesley. »« Bien sûr, Wesley. Laissez-moi vous faire visiter. » Elle me guida à travers les pièces compactes, soulignant les petites bizarreries de l'espace. « La machine à café est vieille mais puissante, » dit-elle en appuyant sur un bouton qui s'alluma dans un gémissement. « Le mot de passe du Wi-Fi est près de la porte. Le marché est en bas de la colline et c'est par là que se trouvent les meilleurs avas. » Elle désigna une étroite ruelle pavée. Puis, avec une douce curiosité dans la voix, « Vous êtes seul ici. » « Tout à fait, répondis-je. Les mots me parurent plus faciles que prévu. Elle m'observa une seconde, puis sourit. Bien. Santorin n'est pas seulement pour les amoureux. C'est pour ceux qui recherchent la paix. Puis elle est partie, la porte claquant derrière elle. Je suis resté là un moment, le silence m'enveloppant comme une couverture lestée. Le genre qui ne vous écrase pas. Juste assez pour vous permettre de respirer à nouveau. J'ai déballé mes quelques affaires méthodiquement. Le téléphone prépayé, le passeport, le journal que je n'avais pas ouvert depuis des mois. Puis je suis entré dans la petite douche, chassant 2 jours d'aéroport, de trahison et de fumée d'un barbecue que je n'oublierai jamais.
J'ai à peine atteint le lit que le sommeil m'a complètement submergé. Je n'ai pas rêvé. Ni de la voix d'Adriana dans le couloir, ni du sourire suffisant de Jackson. Ni même de l'écrin à bagues. J'ai juste dormi. Quand je me suis enfin réveillé, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de gaze, dorée et insistante. L'air sentait le sel et les agrumes. Les draps me frôlaient la peau. Pendant une fraction de seconde, je ne savais plus où j'étais. Mon bras s'est tendu vers le vide. Au bord du lit. Une habitude instinctive, et je n'ai rien trouvé. Puis tout m'est revenu en force. Le barbecue, la sonnerie, la vidéo, l'évasion. Je me suis redressé brusquement, le cœur battant la chamade, attendant quelque chose. Des pas, un grincement de porte, le son de mon nom de cette voix suppliante qu'elle utilisait quand elle se savait prise. Mais il n'y avait que le silence, juste la brise marine et le cri lointain des mouettes. Et dans ce silence, j'ai compris. Le pire était arrivé. J'avais survécu. La suite ne dépendait que de moi. Sur la terrasse, j'ai trouvé le petit déjeuner qui m'attendait. Un yaourt grec épais arrosé de miel, des tranches de figues fraîches et une tasse de café noir corsé qui sentait comme s'il avait été préparé par les dieux eux-mêmes. À côté du plateau, un mot soigneusement plié, écrit de la main d'Elena. Tu as dormi si longtemps que j'ai cru que tu te réveillerais affamé. Profite de la vue. Cette simple gentillesse d'un inconnu a failli me déstabiliser. J'étais assis là, dans la lumière matinale, une cuillère à la main, à regarder les petits bateaux de pêche créer de douces ondulations sur la vaste baie scintillante en contrebas. Mon téléphone jetable était posé à côté de mon assiette, éteint, un rappel silencieux de tout ce que j'avais laissé derrière moi. Finalement, la curiosité, ou peut-être le devoir, a pris le dessus. Je l'ai allumé. Des dizaines de notifications sont apparues instantanément. Messages vocaux, SMS, appels manqués. J'ai sauté celle d'Adriana et Jackson. Je n'ai pas eu besoin de lire un seul mot pour savoir qu'elles étaient pleines de manipulation, de culpabilité et de désespoir. Je n'ai ouvert que les messages des personnes qui comptaient encore. Maman, nous sommes vraiment désolés, ma chérie. Nous n'en savions rien. Tu es en sécurité, papa? Cette vidéo a montré tout ce que nous avions besoin de savoir. Prends tout ton temps. Nous sommes là quand tu seras prêt. Et de la part de Kevin, vérifie ton ancien téléphone. C'est la crise totale. Adriana est arrivée chez tes parents en pleurs. Ils ne l'ont pas laissé entrer. Ton papa a apparemment utilisé un langage imagé. Appelle-moi quand tu peux. J'ai souri pour la première fois de la matinée, imaginant mon gentil père se déchaînant enfin sur l'homme qui avait humilié sa fille. Pendant des années, il avait été le calme dans chaque tempête. Sa colère montait lentement, mais volcanique s'est déchaînée une fois. Si Jackson ou Adriana pensaient pouvoir manipuler mes parents pour les convaincre de sa compassion, ils s'étaient trompés. Au lieu de rappeler immédiatement, j'ai ouvert l'application appareil photo, cadré la photo avec précision, le bleu profond d'Ayan, la courbe blanche de la terrasse de la villa, la lumière du soleil réchauffant le carrelage, et j'ai pris une photo. Puis je l'ai envoyée à mes parents et à Kevin avec un court message. Je suis en sécurité. Je guéris. Je t'appelle bientôt. Puis j'ai désactivé les notifications et laissé le téléphone face cachée. Ce jour-là, j'ai erré. Santorin au début du printemps était une révélation. Assez chaud pour porter des manches courtes le jour, avec juste assez de fraîcheur la nuit pour m'envelopper dans un pull léger. Et le meilleur dans tout ça, c'était que la foule n'était pas encore là. Je descendis. Les rues étaient calmes, les habitants tranquilles. Je déambulais dans d'étroites ruelles pavées, aux murs blanchis à la chaux et fleuris de buganvillas roses. Je me faufilais dans de minuscules galeries d'art et des boutiques familiales où les grands-mères cousaient des nappes à la main pendant que leurs petits-enfants jouaient sous les comptoirs. Dans une librairie du coin, j'achetai un journal relié en cuir, le premier que je possédais et qu'Adriana n'avait jamais touché, ni même vu. Ce petit détail lui donnait de la force. Ce soir-là, je trouvai un café tranquille à Cliffside et commandai un verre de vin local. Je m'assis dehors, regardant le ciel se fondre dans la palette d'un peintre, orange, rose, lavande, et j'ouvris mon journal. Je n'écrivis ni sur Jackson, ni sur Adriana, ni sur la trahison. J'écrivis sur la chaleur du soleil sur la pierre, le goût de l'huile d'olive et du sel marin, le rire des pêcheurs qui revenaient avec la pêche du jour. 3 jours passèrent avant que j'appelle enfin mes parents. Utilisant le Wi-Fi de la villa pour éviter les frais d'itinérance,
J'ouvris l'application d'appel et composai le numéro. Ma mère, oh, heureusement, dit-elle, le soulagement dans sa voix résonnant dans la ligne. Tu vas bien? Où es-tu? Je suis en Grèce, maman. À Santorin. Eh oui, je vais bien. On y arrive. Il y eut un silence. Je l'entendis brièvement. Je suis désolé de ne pas t'avoir prévenu pour la vidéo, ajoutai-je. N'ose même pas.